Donc, mon premier invité n'a pas besoin de présentation. Il est conférencier reconnu sur les changements climatiques, les questions de développement durable et de consommation responsable. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir avec moi M. Steven Guilbeault. La première, c'est la question des changements climatiques dont je vais vous parler. Je vais vous parler évidemment également des projets de pipeline. Geneviève va vous parler plus de l'aspect des impacts locaux. On a vu déjà quelques acétates. On va revenir sur certains de ces éléments-là, entre autres l'accident de Kalamazoo, Mayflower, ainsi de suite. Je vais vous montrer quelques acétates sur les changements climatiques. On pourrait en parler longtemps ce soir. C'est pas l'objet de la présentation, mais pour nous, c'est une préoccupation. Pourquoi? Parce que le pétrole, une bonne partie du pétrole qui coulerait dans ces pipelines-là, c'est, selon la revue Nature, qui est l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses sur la planète, c'est le pétrole le plus polluant sur la planète, c'est le pétrole issu des sables bitumineux. Or, on le sait, il y a une crise climatique qui s'aggrave, elle ne s'améliore pas. Il y a plusieurs pays, comme le Canada, qui, loin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les augmentent, et on se dirige vers un monde où il va faire de plus en plus chaud. Cette animation-là, c'est le département d'énergie aux États-Unis qui l'a fait. Évidemment, on ne sait pas exactement quelles vont être les augmentations de température en 2070 ou en 2080. Alors, après 2013-2012, on est dans les projections, mais les conclusions de ces scientifiques-là, selon laquelle la température de la planète serait 3 degrés Celsius plus élevée en 2100 que la moyenne planétaire, bien, tout le monde arrive à peu près à ces mêmes conclusions-là. Les chercheurs britanniques, les Japonais, les Allemands, les Chinois, les Brésiliens, même les scientifiques canadiens que le gouvernement un peu tente, tant bien que mal, de museler, arrivent également à ces conclusions-là. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre c'est quoi 3 degrés Celsius de variation dans les températures moyennes. On ne parle pas de météo, alors on ne parle pas de température qui fait aujourd'hui à Boucherville, Montréal, Sherbrooke ou Québec. La météo, c'est les variations journalières. Le climat, c'est l'étude des tendances. Et des variations sur les tendances des températures à l'échelle de la planète peuvent avoir des impacts dramatiques sur les conditions de vie sur Terre. Alors, la dernière fois où il y avait des écarts de température aussi importants que ceux qu'on anticipe, ce n'était pas en réchauffement, mais c'était au niveau du refroidissement. Donc, la dernière fois où il y avait entre 1 et 5 km de glace au-dessus de nos têtes, la température moyenne de la planète était juste 4 degrés Celsius de moins qu'aujourd'hui. Et là, les plus grands chercheurs de la planète nous disent qu'on se dirige vers une planète où il fera à peu près 3 degrés Celsius de plus. Mais ce n'est pas 3 degrés partout, hein. Une moyenne, ça veut dire qu'il y a des endroits où ça va se réchauffer plus vite, des endroits où ça va se réchauffer moins vite. Alors, l'hémisphère nord se réchauffe beaucoup plus vite que par exemple, l'hémisphère sud. Il y a plusieurs raisons pour ça. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, mais alors que la planète s'est réchauffée d'à peu près 0,8 degrés Celsius au cours des dernières décennies, au Canada, ce réchauffement-là est presque 2 fois plus élevé. Alors, nous, les températures vont augmenter beaucoup plus rapidement, puis c'est vrai au Canada, c'est vrai en Russie, par exemple, dans le nord de l'Europe, en Alaska. Et plus on monte vers le nord, plus le réchauffement est important. Donc, et ça, il n'y a plus vraiment de débat là-dessus, là, à part quelques hurluberlus, ça et là, mais tous les grands groupes de scientifiques de la planète, les académies des sciences, donc les plus hautes instances scientifiques de tous les pays du G8, plus celles de la Chine, de l'Inde, du Brésil, sont toutes arrivées à la conclusion que la planète se réchauffe, que ce réchauffement-là est dû à l'activité humaine. Je vous donne quelques exemples. Alors, c'était dans le Globe and Mail hier. Alors, vous voyez une photo satellite de la couverture de neige en Californie en janvier 2013, pas en janvier 1900, pas en janvier 1800, l'an passé, et vous voyez la couverture de neige cette année. La Californie vit une des pires sécheresses de son organisation en Californie qui gère la distribution de l'eau, parce que c'est très précieux, hein. La Californie, c'est en quelque sorte, en grande partie, un grand désert. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'on s'attend à ce qu'au cours des 2 à 3 prochains mois, il y a 17 communautés, et là, on parle de très grandes communautés. Dans certains cas, c'est des petites, mais dans plusieurs cas, de très grandes communautés qui vont être en situation critique en matière d'approvisionnement en eau potable. Et là, on est en hiver. Imaginez ce que ça va être, parce que 2-3 mois, on n'est pas rendu au mois de juillet l'an prochain, là. Alors, on parle du printemps. Donc, on pourrait vous donner beaucoup d'exemples comme ça sur les changements climatiques. On pourrait passer la soirée à faire ça. Ce n'est pas le but, mais pour nous, c'est important.
il y a un lien très, très évident entre le fait de dire oui à ces oléoducs-là, ces pipelines-là, et ce que ça va avoir comme impact au niveau de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la contribution du Canada. Nous sommes, même si on est un petit pays à l'échelle planétaire en termes de population, nous sommes l'un des 10 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Et pourquoi on est arrivé dans ce merdier-là des changements climatiques? Bien, beaucoup à cause de notre dépendance aux combustibles fossiles et énormément le pétrole. Le pétrole occupe encore aujourd'hui la part du lion dans notre portefeuille énergétique mondial. C'est encore une source d'énergie qui est très utilisée. On en consomme beaucoup, du pétrole à tous les jours. Alors, on en consomme 32 milliards de barils par année. On est à peu près à 89 millions de barils par jour. Et évidemment, on vit encore un peu là, sous l'effet de la récession. Alors, quand l'économie mondiale va se remettre à tourner à plein régime, on va remonter à une consommation de pétrole autour de 95 millions de barils par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Il y a un consensus de plus en plus important à l'échelle planétaire au sein d'une série de grandes institutions, dont l'Agence internationale de l'énergie, qui disait dans un rapport au printemps dernier, si on veut éviter la catastrophe au niveau des changements climatiques, il faut que les 2/3 de réserves de pétrole non exploitées déjà restent dans le sol. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'exploiter tout le pétrole partout, mais ça veut dire qu'il faut sérieusement lever le pied sur la pédale. Il faut s'en aller dans une direction complètement différente. Et le président de la Banque mondiale à Davos, il y a quelques semaines, disait essentiellement la même chose. Il faut arrêter de subventionner, de donner des subventions aux compagnies qui exploitent les combustibles fossiles. Il faut se tourner vers d'autres formes d'énergie. Le Fonds monétaire international, le G20, tous ces organismes-là s'entendent de plus en plus sur le fait qu'on doit s'éloigner du pétrole. Je vous parlais du portefeuille énergétique mondial tout à l'heure, bien ça c'est le Québec. Et voyez-vous, au Québec, quand on pense énergie au Québec, on pense souvent hydroélectricité, on se dit qu'on est plus vert que les autres, et c'est vrai que l'hydroélectricité occupe une part importante de notre portefeuille énergétique, mais presque à égalité, il y a le pétrole. Alors, nous sommes une société qui est aussi très dépendante du pétrole. Là-dessus, on n'est pas très différent des autres. Et cette dépendance-là, elle nous coûte très cher. Hein. Si on regarde ça simplement d'un point de vue économique, Équiterre a publié en 2009 un rapport pour libérer... C'est une proposition, finalement, à la nation québécoise pour dire comment on pourrait se libérer du pétrole d'ici 2030. Et on a regardé avec quelques ministères du gouvernement du Québec différents scénarios en termes de c'est quoi la ponction sur l'économie québécoise de notre utilisation de pétrole, de notre dépendance au pétrole. Alors, on a regardé des scénarios, par exemple, si le baril de pétrole est à 100 $, bien, on en consomme, on en achète au Québec pour à peu près 18 milliards de dollars par année. Puis après ça, nous, on a calculé avec le ministère des Ressources naturelles, le ministère des Finances, quelle portion sort du Québec. Alors, quand on en consomme pour 18 milliards, il en sort 12 milliards de l'État québécois. 12 milliards de dollars qu'on donne à d'autres pays ailleurs pour acheter une source d'énergie qu'on n'a pas, pour créer des emplois ailleurs, pour faire des investissements alors qu'on pourrait les faire ici, puis on va voir comment tout à l'heure. On avait fait d'autres scénarios, ça peut paraître beaucoup, 150 $, hein, On a, avec une organisation canadienne qui s'appelle l'Institut Pembina, on a regardé les conséquences économiques de l'exploitation des sables bitumineux parce que à écouter certains analystes, certains commentateurs, à lire certains journaux, le pétrole des sables bitumineux, c'est merveilleux pour l'économie, il n'y a que du bon pour ça. Bien, c'est pas si évident que ça. On a regardé, entre autres, comment la monnaie canadienne est devenue dopée au pétrole. Elle est devenue dépendante du pétrole au Canada. Pourquoi? Parce qu'on exporte presque tout le pétrole de l'Alberta vers les États-Unis. Ça fait monter la valeur du dollar. Et là, notre dollar, la valeur de notre dollar dépend essentiellement de la valeur. Le WTI, c'est le prix du pétrole au Texas, puisque c'est là qu'on vend le gros de notre pétrole. Alors, on voit que notre monnaie maintenant, le dollar canadien, est lié à la valeur du pétrole. Et ça c'est bon pour l'Alberta, puis pour les compagnies pétrolières. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble du Canada? Il y a plusieurs économistes qui ont publié des études qui affirment que l'effet du gonflement de notre dollar à cause du pétrole a causé la perte d'au moins 30 000 emplois au Québec seulement. Alors, c'est ce qu'on appelle le mal hollandais, le syndrome hollandais. Laissez-moi vous parler un petit peu des sables bitumineux parce que c'est ce pétrole-là, c'est en grande partie ce pétrole-là qui coulerait dans les pipelines si on dit oui à ces projets-là.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos des sables bitumineux. Moi, je suis allé une fois, il y a une dizaine d'années. Alors, il y a deux façons d'extraire le pétrole des sables bitumineux. Il y a celle-là, donc, qui est les mines à ciel ouvert. Et il y a une autre technique qui ressemble un petit peu à la fracturation hydraulique. Donc, c'est ce qu'on appelle du in situ. On creuse avec des tuyaux, on va sous terre, on injecte de l'eau et des produits chimiques, on fait fondre le sol pour en récupérer le pétrole. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que la fracturation hydraulique qu'on voulait faire avec les gaz de schiste, mais c'est très près. Alors, je vous parle rapidement de ça, puisque c'est celle qui est le plus utilisée présentement. Alors, c'est parmi les plus grandes mines à ciel ouvert au monde. Ce camion-là, ici, c'est un camion de 340 tonnes. C'est le plus gros camion qui est disponible sur la planète. C'est plus haut que la salle ici. J'en ai vu, là, c'est immense. Et il n'y en a pas juste un ou deux. Oh, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Je ne vais pas dessus, s'il te plaît. Il y a un bouton sur lequel il ne faut pas que je pèse, et ça fait 2 fois que je pèse dessus ce soir. Alors, les sables bitumineux, c'est 2 opérations industrielles pour un seul produit. C'est donc d'abord et avant tout une opération minière. Et voyez-vous, ces camions-là de 340 tonnes, il y en a beaucoup. Ça ne fonctionne pas à l'eau de rose, ces camions-là. Il faut évidemment beaucoup de pétrole pour les faire fonctionner. Il faut du pétrole pour faire fonctionner la machinerie. On consomme suffisamment de gaz naturel dans les sables bitumineux. Puis là, on parle de 10 compagnies. Hein. On ne parle pas de 600 compagnies qui exploitent les sables bitumineux. On parle d'à peu près 10 compagnies. On consomme suffisamment de gaz naturel pour l'exploitation des sables bitumineux de façon à fournir tous les besoins de chauffage d'une des plus grandes villes canadiennes, comme Calgary, par exemple. Alors, il faut énormément d'énergie. En fait, pour produire un baril de pétrole dans les sables bitumineux, il faut brûler un demi-baril de pétrole équivalent en énergie. On utilise beaucoup d'eau. Ça, c'est un lac d'eau contaminée. On utilise autant d'eau à chaque année dans les sables bitumineux qu'une ville comme Montréal en consomme. À chaque année, pour produire 1,6 million de barils. Alors, ce qu'on voit, c'est un des lacs d'eau contaminés vu de l'espace, à 26 km d'altitude. Alors, les Chinois peuvent dire, nous, on peut voir la Grande Muraille de Chine quand on va dans l'espace. Les Canadiens, nous, on peut dire qu'on peut voir les lacs pollués des sables bitumineux de l'Alberta. Donc, c'est une forme d'énergie qui a énormément d'impact, à la fois des impacts locaux sur les Premières Nations. Il y a plusieurs communautés autochtones dans la région sont exploitées les sables bitumineux. C'est parmi les plus hauts taux de cancer en Amérique du Nord. Des taux de cancer dans ces communautés-là qui défient toute statistique. Il y a plusieurs experts, des épidémiologistes, de grands médecins sur plusieurs types de cancers qui sont allés dans ces communautés-là pour dire ce qu'on voit ici, on ne le voit nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Alors, c'est très important. Évidemment, quand on revient au Québec, un des grands défis qu'on a, c'est le transport. Je vous montrais tout à l'heure que presque 38 % de notre bilan énergétique au Québec, c'est le pétrole. Et ce pétrole-là, on le consomme essentiellement dans le secteur des transports. Il y a plein de solutions qui sont déployées présentement pour faire en sorte que le Québec réduise sa dépendance au pétrole. Alors, vous allez avoir bientôt ici une usine de biométhanisation. Donc, ces usines-là vont nous permettre de réduire les déchets qu'on va enfouir, vont nous permettre de produire du méthane, donc qui est l'équivalent du gaz naturel qu'on va pouvoir utiliser pour toutes sortes d'applications. Donc, à partir de déchets, on va faire un combustible qu'on va pouvoir utiliser plutôt que qui va nous permettre de réduire notre dépendance au pétrole dans plusieurs secteurs. Le gouvernement du Québec est en train de prendre un virage intéressant du point de vue de l'électrification des transports. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites au cours des derniers mois. Nous, on est très favorable à ça. Équiterre, on travaille avec plusieurs organisations, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, pour favoriser l'électrification des transports. Et c'est sûr que c'est encore assez embryonnaire. On commence. Mais le Québec est l'endroit au Canada où la voiture électrique connaît le plus grand succès. C'est encore limité, je vous le concède, les bornes sont insuffisantes, mais il y a un virage très important qu'on peut prendre et qu'on doit prendre, à notre avis, au Québec en matière de transport. C'est certainement celui de l'électrification. Merci. Pourquoi l'électrification? Rapidement, il faut comprendre que le moteur à essence dans les voitures qu'on utilise est efficace à peu près à 25 %. Ça veut dire que pour chaque litre de pétrole que vous brûlez dans votre voiture, il y en a 25 % de ce litre-là qui sert à vous déplacer
puis l'autre 75 il se perd en chaleur. Le moteur à essence, ce n'est pas super efficace, c'est comme ça. Les moteurs diesel très performants peuvent se rendre peut-être à 27-28 d'efficacité, alors que le moteur électrique, dépendamment de la technologie électrique, est-ce que c'est une voiture hybride, est-ce que c'est une voiture hybride branchable, est-ce que c'est une voiture toute électrique, mais le mode de propulsion électrique a un taux d'efficacité de 80 à 94 %. Donc, pour la même quantité d'énergie, dans une voiture électrique ou dans un autobus électrique ou dans un train électrique ou dans un tramway électrique, pour la même quantité d'énergie, vous avez 3 à 4 fois plus d'unités de déplacement que pour un moteur à essence. Et en plus, c'est notre électricité qu'on achèterait, une électricité qui est drôlement plus propre que le pétrole. Il y a des enjeux avec l'hydroélectricité, il y a des enjeux avec l'éolien, mais quand on fait l'ensemble de l'analyse des impacts, il y a beaucoup moins d'impact avec l'hydroélectricité qu'il y en a avec le pétrole. Il y a moins d'impact avec l'éolien encore. Et on achèterait notre électricité, on ferait travailler des gens ici pour une fraction du prix. En termes de cents par litre, une voiture électrique revient à peu près à 10-12 sous le litre pour l'opérer. Versus, je ne sais pas, on est rendu à combien? 1,30 $ probablement pour le litre d'essence. Alors, c'est 10 fois moins. Donc, c'est très intéressant. Donc, ce qui m'amène à vous parler des différents projets de pipeline. Alors, on vous a parlé tout à l'heure du projet, rapidement, en introduction du projet Trailbreaker. Alors, au départ, quand la compagnie Enbridge a annoncé ce projet-là, en 2009, donc l'objectif, c'est... Alors ça, on est en Alberta, les puits de sable bitumineux sont ici, et on voulait partir donc du sud de l'Alberta, venir jusqu'à Sarnia, et là, renverser le flux du pipeline entre Sarnia et Montréal, et on voulait se rendre jusqu'à Portland, donc en utilisant le pipeline Montréal-Portland, pour pouvoir exporter le pétrole vers les marchés mondiaux, que ce soit le Golfe du Mexique, que ce soit l'Europe ou encore l'Asie. La crise économique est arrivée, le projet était passablement controversé. Alors, en 2011, la compagnie Enbridge a représenté un nouveau projet devant l'Office national de l'énergie, mais là, ce n'était plus le projet Trailbreaker comme au départ. Là, Enbridge est arrivé devant l'Office national de l'énergie pour dire, bien, on veut renverser juste une partie de la ligne en Ontario. C'est plus le projet Trailbreaker, oubliez ça. Là, on ne veut plus se rendre jusqu'à Montréal. On veut juste renverser ce petit bout-là. Alors, il y a eu des audiences publiques en Ontario, Équiterre a participé avec d'autres organisations. Et alors qu'on était dans les audiences de l'Office national de l'énergie, vers la fin, Enbridge a dit « Ah, bien, savez-vous finalement qu'on aimerait ça se rendre jusqu'à Montréal? » Alors, ce qu'ils sont en train de faire, ce que la compagnie a fait, à notre avis, c'est qu'ils ont sectionné le projet. Plutôt que de présenter un grand projet comme ils avaient fait en 2009, bien là, ils nous le donnent en petits morceaux, pour ne pas nous faire peur, essayer de nous endormir l'Office national de l'énergie, ça ne sera pas trop difficile. Et là, alors, on vient de passer à travers les audiences de l'Office national de l'énergie, donc pour le projet, pour la ligne 9B. Alors, la ligne 9B, c'est celle qui part de Sarnia et qui vient là, jusqu'à Montréal, donc dans l'Est. C'est un pipeline existant. Pour nous, le projet reliant Montréal à Portland n'est pas mort. M. Binette va vous parler plus spécifiquement de ce projet-là tout à l'heure. On a beaucoup travaillé avec eux, avec le comité de citoyens sur ce projet-là. Je vais lui laisser ce bout-là, mais je veux juste vous montrer un élément par rapport à ce projet-là. Alors, le pipeline de Montréal à Portland appartient à 24 Suncor et à 76 Imperial Oil. Ça tombe bien, c'est les deux plus grands producteurs de sable bitumineux au Canada. Et la raffinerie qui accueillerait le pétrole de la ligne d'Enbridge dans l'est de Montréal appartient aussi à Suncor. Il y a une expression en anglais qui dit « one big happy family ». Hein? Tout le monde, une grande famille, tout le monde est content, on possède des sables bitumineux, on possède des raffineries, on possède des pipelines. Alors, s'il y a quelqu'un, je ne connais personne qui est arrivé à me convaincre que le projet d'Enbridge vise la raffinerie de Montréal. Et d'ailleurs, il y a encore présentement, on a régulièrement des informations de collègues avec qui on travaille en Nouvelle-Angleterre. Il y a eu plusieurs reportages dans les médias sur le fait qu'il y a des représentants du gouvernement canadien
qui font des représentations auprès des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre pour leur dire « Hey, le pétrole des sables bitumineux s'en vient chez vous, ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux. » Les gens se mobilisent beaucoup. Là-bas aussi, il y a eu une série de résolutions municipales. On est rendu à près de plus de 75, si ma mémoire est bonne, dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Les gens ne sont pas dupes. Et moi, je pense qu'on est en train d'essayer de nous passer un sapin et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. Je m'arrête dans une minute pour vous parler de l'autre projet important qui est le projet de la compagnie TransCanada Energy-S qui vise à convertir, ce que vous avez ici en bleu, c'est une ligne de gazeux, c'est un gazoduc, donc c'est un tuyau qui transporte du gaz naturel. En fait, c'est une série de tuyaux. Il y en a, dépendamment d'où on se trouve là, ici, entre 3 et 8, si ma mémoire est bonne. Et là, on voudrait en convertir un de ces tuyaux-là pour qu'il puisse transporter du pétrole issu des sables bitumineux en partie et du pétrole de schiste des États-Unis. Il faudrait construire un nouveau pipeline qui traverserait tout le Québec pour se rendre jusqu'à Saint-John. On veut construire... cette carte-là date un peu, la compagnie a changé, elle voulait construire un port méthanier à Québec, ça ne marchera pas, les gens ont dit non. On veut le construire maintenant à Cacouna, mais une chose qui est claire, c'est que TransCanada pourrait très bien et voudrait également avoir un embranchement quand ils vont passer par Montréal, qui viendrait vers Montréal et qui pourrait se relier au pipeline de Montréal-Portland. Pourquoi? Parce que c'est la route la plus directe vers un port de mer. C'est la route la plus simple. Et je vais terminer là-dessus. Ça, c'est notre meneuse de claque en chef pour les sables bitumineux, le ministre des Ressources naturelles, Joe Oliver. Pourquoi est-ce qu'à notre avis, l'objectif ultime de tous ces projets-là, c'est l'accès au marché étranger? Bien, parce que le prix qu'ils ont pour leur pétrole, donc je vous parlais, le WTI, c'est l'indice du Texas, et le prix mondial, qui est ce qu'on appelle le prix du Brent, il y a à peu près 20 $ de différence entre les deux. Et ça les achale bien gros, les compagnies de sable bitumineux, d'être obligées de vendre leur pétrole 20 $ moins cher. Pour pouvoir avoir 20 $ de plus le baril, qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces compagnies-là? Elles doivent avoir accès à un port de mer. Et tous les projets de pipeline présentement, le projet de Keystone vers les États-Unis, c'est pour se rendre dans les raffineries du Golfe du Mexique pour pouvoir l'exporter sur les marchés étrangers. Le projet Northern Gateway vers la Colombie-Britannique, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'en aller vers l'océan Pacifique pour pouvoir shipper ce pétrole-là, soit vers le sud des États-Unis, soit vers la Chine. Alors, pour nous, c'est très clair, ces projets-là n'ont qu'un seul et un seul objectif, l'exportation. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour créer des emplois ici, ce n'est pas pour sécuriser les approvisionnements. Je vous laisse entre les bons soins de Jean qui va vous parler maintenant du projet, spécifiquement du projet Montréal-Portland. Sans plus tarder, je vous demanderai d'accueillir avec moi M. Jean Binette. Alors, ce que j'aimerais vous mentionner ce soir, c'est deux réalités. La formation du comité en 2008, la victoire d'un citoyen, membre de notre comité, face à une pétrolière, et ensuite, essayer de répondre à trois questions. Est-ce que les pipelines sont sécuritaires? Où passent les pipelines à Boucherville? Peut-être que certains d'entre vous qui habitaient Boucherville ne le savaient pas. Je vais essayer de répondre à cette question. Et puis, le projet d'inversion Montréal-Portland, comme Steven en a parlé, est-ce qu'il est abandonné? Alors, je vais vous donner mon opinion là-dessus. Alors, ça a commencé au mois d'août 2008. La compagnie Pipeline Montréal a envoyé une petite invitation à tout le monde de la petite municipalité de Dunham. Et on était environ 75 personnes qui s'est présentées. La compagnie nous a dit, on a un projet pour vous, une belle station de pompage qui va être située dans la campagne de Dunham. Ça va apporter de l'ouvrage et vous allez voir, il n'y aura aucun problème. C'est là qu'on a commencé à se poser des questions. En fait, le soir même, on a posé des questions. Plusieurs citoyens avaient des questions posées et les réponses ne venaient pas tellement. En fait, on s'est aperçu que la compagnie avait décidé de nous informer
et pas de nous demander notre avis. Ils venaient nous informer que le projet, c'était une question de temps. Et eux, à l'époque, en 2008, au mois d'août 2008, c'était supposé commencer au début de 2009, les travaux. Ils pensaient qu'ils auraient les approbations très rapidement. Et heureusement, il y a eu la crise économique, ce qui a fait que le projet est devenu moins crucial. Mais entre-temps, nous, on a fait nos recherches. Et juste pour vous montrer, lorsqu'ils sont venus nous présenter le projet, c'est ça qu'ils nous ont présenté. Ça, ils ont dit, ça va être la station de pompage qui va être comme camouflée en grange là, des cantons de l'Est. Et on va planter des beaux arbres et tout va être parfait. Par contre, on s'est aperçu, en s'informant un peu plus, que, en fait, ça, c'était l'emplacement environ dans le secteur ici, là où je pointe. C'était je m'excuse, j'ai passé tout droit. Je vais revenir. Alors, cet emplacement-là, c'est en pleine campagne, près de la rue Favreau et un petit rang là, du coin, et c'est un territoire zoné agricole. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est aperçu que ces installations, comme ça, c'est une photo qui vient de Highwater, près de la frontière américaine. Il n'y a pas juste une grange, là. Il y a des tuyaux comme ça. Il y a une station électrique qui n'aurait pas été dans la grange. Et évidemment, on s'est aperçu par la suite que ce projet-là, comme Steven l'a mentionné tout à l'heure, c'est le petit bout en jaune-orange. Et pour pouvoir passer les montagnes du Mont Sutton, ils étaient obligés de mettre une station de pompage. Sinon, s'il n'y avait pas eu à faire une nouvelle station de pompage, on n'aurait jamais entendu parler et ils auraient fait l'inversion, sans presque que les gens s'en aperçoivent. Qui ont été toujours, si on veut, laminés dans un sens, et lorsqu'on fait l'inversion, là, à ce moment-là, ça peut causer des brisures. Alors, c'est pas évident d'inverser un pipeline. On dit toujours, ah, le pipeline, il est là, il n'y a pas eu de problème dernièrement. On fait une inversion et ça règle le cas. C'est pas aussi simple que ça. Alors, on a trouvé aussi qu'il n'y avait pas juste un pipeline, il y en a deux pipelines. Il y en a un autre de 24 pouces, qui, lui, a été construit en 1965. Il est plus récent, mais il date quand même 65, bientôt, ça va faire 50 ans qu'il va être dans le sol. Et aussi, ce qui est une caractéristique de ce pipeline-là, c'est que les pompes dans les stations de Saint-Césaire et de Highwater ne sont pas protégées à l'intérieur de bâtiments. En 1950, ils ont mis des bâtiments en briques et ça a l'effet que le bruit est beaucoup moins présent que dans les stations où maintenant les pipelines de 24 pouces ont des pompes extérieures. Et le débit de ce pipeline-là de 24 pouces est exactement le double de celui de 18 pouces, en fait, c'est l'équivalent de 2 piscines à la minute. Tout à l'heure, c'était une piscine, là, c'est 2 piscines à la minute. Et la pression est la même de 1400 livres, la pression maximum. On n'a pas trouvé si ce pipeline avait causé des fuites. Vous savez, les fuites de pipeline, il faut quasiment qu'il y ait quelqu'un pas loin, parce que sinon, les compagnies ne s'en vendent pas. Hein. En ce moment, en Alberta, il y a des pipelines qui fuient. Il y en a un qui fuit, là, il parlait de 12 000 barils, puis ils ne savent pas où est la fuite, puis ça continue à fuir. Puis, il n'y a personne qui fait les gens font des pressions, mais s'il n'y a personne qui l'a vu, les compagnies, ils se retournent de bord. En Afrique, vous savez, les pipelines qui fuient, là, c'est pas une nouvelle, là, ça arrive continuellement. C'est les mêmes compagnies, entre autres. Exxon, Shell, les pipelines en Afrique qui fuient,
appartiennent au même propriétaire. Alors, nous avons constaté les dangers d'une inversion et je vais vous préciser un peu plus pourquoi. Premièrement, un pipeline de 18 pouces qui date de 1950, il a fini sa vie utile. C'est aussi simple que ça. Une voiture, à un certain temps, n'importe quel équipement mécanique finit par s'user. Alors, un pipeline qui est dans la terre, on sait très bien que les pipelines en 1950 étaient mal protégés. Il n'y avait pas de protection contre la rouille aussi bonne que les nouveaux pipelines. Alors, c'est certain que ce pipeline-là en particulier, qui a 65 ans bientôt, il est bon pour la retraite. Et comme je vous disais tout à l'heure, selon des experts, là, après une inversion, un pipeline devient, et les accessoires deviennent beaucoup plus fragiles. Alors nous, on est convaincus, ça on a une conviction, si on nous demande des preuves scientifiques, on ne peut pas les apporter, mais juste par les statistiques, l'Office national de l'énergie a fait un rapport dans les années 2004, je crois, où on disait très clairement qu'il y avait un lien direct entre l'usure d'un pipeline, les fuites et l'âge du pipeline. C'est pas difficile à comprendre, là. C'est comme ça. Alors, l'opposition s'est manifestée. Notre petit comité qu'on avait formé à la fin de 2008, et il a grossi. On s'est retrouvé avec des salles un peu comme ici, là, au début. On parle de 2008-2009, là, ça fait faire 5 ans qu'on suit ça. On a fait des pétitions, des marches, on a... Je vais revenir. Alors, en 2009, il y a un citoyen, membre de notre comité, qui s'est levé et qui a dit la station de pompage, où elle est, où ils veulent l'installer, c'est pas légal. Ça n'a pas d'allure. C'est un territoire zoné agricole. On veut mettre une station de pompage, évidemment, qui n'a rien à voir avec l'agriculture. La compagnie a fait une demande à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole. Et ils ont eu une dérogation. Ils ont dit oui, pas de problème, c'est pas un grand territoire, puis c'est pas très utilisé pour l'agriculture. Bon, oui, on va vous le donner. Et ce citoyen-là a dit non, la loi, elle est très claire. Si la compagnie ne peut pas prouver qu'ils ne peuvent pas mettre la station à cet endroit-là précis, s'ils ne peuvent pas la déplacer de quelques kilomètres, ils ne la mettront pas à cet endroit-là. Et il a gagné son point au tribunal administratif du Québec avec l'aide des services d'équitaire, des services légaux d'équitaire, pour évidemment préparer là, les documents nécessaires. Et ensuite, la compagnie a tout de suite été en appel de la décision du tribunal administratif. Et je vais vous montrer, ça a été assez long. Alors, en mai, la CPTAQ rend une décision favorable. En juin 2009, un membre du Comité pour l'environnement de Donham décide de déposer un recours devant le tribunal administratif. Le 23 novembre 2010, ça fait quand même un bon bout de temps après le recours, le tribunal administratif donne raison et infime la décision de la CPTAQ. Le 17 décembre 2010, tout de suite après, la compagnie fait appel à la Cour du Québec. Et le 18 février 2012, alors on peut voir là, il y a un assez bon laps de temps, l'appel est rejeté par la Cour du Québec, puis Pipeline Montréal décide de ne pas porter cette décision en appel. Alors, pour nous, évidemment, on peut dire que c'est une victoire, parce que c'est sûr que le projet, il ne pouvait pas se faire, mais il insistait, il voulait l'avoir, le permis, pour qu'aussitôt que l'économie reviendrait, il pourrait commencer la construction.
Alors, ce qui fait qu'on pense qu'on a fait un bout de chemin en empêchant de permettre à la compagnie d'avoir ce permis-là. Et aussi, là, maintenant, on est un petit peu dans l'expectative parce que la compagnie a plus ou moins mentionné officiellement qu'elle ne reviendrait pas avec un autre projet de station de pompage, que ce soit au même endroit ou ailleurs. Mais on pense, comme Steven l'a mentionné tout à l'heure, que c'est une stratégie un peu comme on coupait par petits bouts le pipeline. Bien là, on a décidé, on va laisser retomber la poussière, on va attendre que d'autres projets soient approuvés et éventuellement, on reviendra. Nous, c'est ce qu'on pense, parce que le pipeline, il est trop tentant pour que la compagnie ne soit pas intéressée. Alors, moi, je vais remercier officiellement, là, partout où j'ai l'occasion de parler, je remercie toujours la personne qui a décidé, Stéphane Durand, pour ne pas le nommer, qui a décidé que pour lui, ça ne va pas d'allure. Et là, nous, on l'a appuyé, mais c'est lui qui a eu le courage de dire « Moi, je les affronte », et puis avec l'aide d'Équiterre, on a réussi. Stéphane Durand a réussi. Et merci à Équiterre aussi, parce qu'évidemment, sans les services légaux, surtout en cours d'appel, c'était très important d'avoir ces avis légaux. Et voici l'article, très rapidement, l'article qui était au cœur de cette décision. Alors, c'est l'article 61.1 qui dit que toute demande, lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le demandeur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande. La Commission peut rejeter la demande par le seul motif qu'il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone. Et ça, c'était pour nous là, très clair que c'était exactement le cas. Et les avocats de la compagnie ont voulu, à un certain moment, dire que cette loi-là sur la protection du territoire agricole ne s'appliquait pas parce que c'était de juridiction fédérale et que, étant donné qu'il se connectait sur un pipeline existant de juridiction fédérale qui n'avait pas à suivre les lois du Québec sur la protection du territoire agricole. Et là, je pense que ça peut faire jurisprudence, c'est que dans un cas comme ça, c'est non. On peut se servir de la loi québécoise. Alors, ça m'amène à mentionner quel doit, selon nous, être le rôle du gouvernement du Québec dans une situation semblable. Le territoire du Québec et ses citoyens peuvent et doivent être protégés par le gouvernement du Québec. Je pense que c'est le minimum qu'on peut demander, qu'au moins qu'on fasse tout ce qui est possible lorsqu'on s'aperçoit que le gouvernement fédéral n'a aucune volonté de protéger l'environnement. Je pense qu'on peut se dire ça entre nous. C'est assez évident que tout ce qui est projet de pétrole, des pipelines ou autres, c'est toujours accepté par premièrement l'Office national de l'énergie et aussi par le gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec possède une légitimité pour faire ses propres études. Il y a des BAP qui peuvent se faire lorsqu'on craint pour l'environnement. Par exemple, dans le cas d'un pipeline qui date de 65 ans, je pense que ça peut justifier facilement un BAP, une étude qui pourrait aller dans le fond des choses, où les citoyens pourraient se présenter et poser des questions à des experts qui seraient engagés et qui pourraient faire la part des choses. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Chaque inversion est dangereuse, mais encore plus si on veut transporter du pétrole des sables bitumineux. Ça, c'est évident. Donc, l'exemple de la station de pompage à Denham, qui a été plus ou moins stoppée, je pense que c'est un exemple suffisant pour que les citoyens se sentent à l'aise
pour faire des pressions auprès des gouvernements. La municipalité, du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Quand les gens en grand nombre se prononcent, font des demandes, je crois que ça peut porter. On a eu des expériences, notre comité, avec l'Office national de l'énergie. On les a rencontrés à plusieurs reprises. On a eu une réception, si on veut, polie. Moi, je pense que ces gens-là connaissent leur affaire. Ils ont d'ailleurs des experts en pipeline qui viennent des compagnies, Exxon, Shell, et qui ont beaucoup d'expertise, mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Nous, quand on posait des questions, c'était surtout sur les stations de pompage, parce que c'est ce qu'on voit, que ce qui est sous le sol, c'est pas mal difficile de poser des grandes questions, là, après avoir eu certaines informations sur les pipelines. Et les réponses étaient toujours assez vagues. Par exemple, on leur a demandé, bien, il me semble que dans une station de pompage, il y a beaucoup d'occasions, il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent se faire des petites fuites dans les pompes. Ce n'est pas nécessairement des fuites très importantes, mais il faudrait empêcher que le pétrole qui peut fuir alentour d'une pompe ne se retrouve pas dans l'environnement. Il me semble que ce serait facile. Alors, ils ont dit, oui, c'est une bonne idée, on va demander à la compagnie de faire des bassins de rétention. On va leur demander de nous produire des dessins qu'on va vous montrer, et puis on verra là, si c'est acceptable. Ce qui est arrivé dans les faits, c'est qu'à un bon moment donné, celui qui demeure, mon copain là, qui demeure tout près de la station de pompage d'Highwater, il m'appelle un bon matin, il me dit, Jean, ils sont en train de creuser. Il dit, as-tu reçu les plans? Je dis, non, on n'a pas reçu de plan. On va appeler. On a appelé notre contact avec l'Office national de l'énergie, le type qui s'occupe de l'environnement, d'ailleurs. Il me dit, eh bien, écoutez, oui, effectivement, on n'a pas reçu les plans, mais il va nous les donner après. Mais j'ai dit, les plans, c'est pour voir le projet avant, après. Ah, et de toute façon, même après, si on n'est pas satisfait, on va le faire changer. Alors, il n'y avait absolument aucune volonté là, nette. Et on a eu une réunion par la suite, et je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si on peut le voir. Ça, c'est des tranchées qu'ils ont fait à la station de Saint-Césaire. Ils ont fait un peu la même chose à la station de pompage de Highwater. Ça, c'était comme pour amener le pétrole qui s'échapperait dans une espèce de fosse, une petite fosse, que finalement, c'était ça, là. Pas de membrane. Et le sol à Highwater, on le sait, il y a eu des études de sol, c'est un sol qui absorbe. Si on laisse du pétrole là, il va pénétrer très profondément. Alors, on a rencontré l'Office national de l'énergie avec ces photos-là et beaucoup d'autres. On leur a dit, mais pensez-vous que ça va marcher, ça? On a dit, oui, on a fait les calculs, tout est correct. On a insisté, c'était comme, on ne peut pas vous parler. Alors, c'est pour vous montrer que nous, on avait, je pense, une bonne volonté. On voulait connaître les choses, on voulait jouer, si on veut, le jeu jusqu'au bout. Et puis, jusqu'à présent, en tout cas, ça n'a pas porté fruit. Un autre exemple. À la station d'Highwater, il y avait 3 transformateurs pour alimenter la station de pompage. Les 3 transformateurs fuyaient. Bon, c'est juste l'huile là, pour les transformateurs, l'huile de refroidissement. Et là, nous, on se demandait si cette huile-là ne contenait pas des BPC, parce que les transformateurs, on a pu voir, en s'approchant avec une caméra, on a pu voir que c'était des transformateurs des années 60. Dans les années 60, jusqu'à, je crois que c'est en 77, 78, il y avait des transformateurs avec des BPC dedans. Et on a même demandé au ministère de l'Environnement du Québec de venir faire enquête et tout ça. Et finalement, effectivement, il n'y avait pas de BPC parce qu'il avait fait un nettoyage, il avait changé l'huile et ça respectait les normes. N'empêche que le ministère de l'Environnement du Québec a exigé de creuser, ici on ne le voit pas très bien, là, mais ils ont creusé plus que 6 pieds de profond pour enlever toute la terre et la faire décontaminer.
Il y a même eu un rapport, là, sauf qu'il n'y a pas eu d'amende. C'était juste, attention, là, vous avez fait quelque chose de pas correct. Mais c'est un exemple qui montre que quand ils nous disent que les pipelines, ça dure presque éternellement, ils ne font même pas l'entretien normal qu'on peut s'attendre. C'est réellement, moi j'ai travaillé dans l'industrie pendant des années, une industrie beaucoup moins riche que le pétrole, et j'ai jamais vu ça. C'est comme si eux, les règlements, c'était pas pour eux. Là, je vais vous parler, je ne sais pas si je dépasse mon temps. Je vais vous parler rapidement de déversement de pétrole brut, parce qu'on dit toujours que les pipelines, c'est plus sécuritaire que les voies ferrées, que le transport par train. Un pipeline neuf qui est entretenu, qui a été bien construit, j'admets que c'est plus sécuritaire que... Mais un vieux pipeline, on ne sait pas où il va péter, c'est aussi dangereux. Évidemment, on a un exemple qui était dramatique, mais il reste que des exemples dramatiques avec des gazoducs, ça s'est produit. À San Francisco, il y a quelques années, il y a un gazoduc qui a crevé, qui a explosé dans un quartier où il y a eu une trentaine de maisons qui ont brûlé, puis une douzaine de personnes qui ont décédé. Alors, ça peut arriver, si ce n'est pas des bons pipelines bien entretenus et récents, ça peut arriver. Il y a eu 3 déversements importants. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, je vais passer rapidement. Le déversement d'Enbridge dans la rivière Kalamazoo, en juillet 2010, lui, il est spécial. Premièrement, c'est une quantité énorme, 3,2 millions de litres. C'est un exemple comment les compagnies ne suivent pas. Ils ont beau avoir, soi-disant, la technologie, ils ont beau avoir tout ce qu'il faut, c'est arrivé. Et c'est un pipeline qui datait de 1969, donc 19 ans plus récent que le pipeline de 18 pouces qu'on parle de réutiliser. Il y a eu aussi un autre important déversement dans la rivière Yellowstone. Celui-là, on n'a pas entendu parler beaucoup ici. Mais en juillet 2011, exactement un an après, et ce pipeline-là appartient à ExxonMobil. Il y a eu un autre déversement en mars 2013, un autre pipeline qui appartient à ExxonMobil en Arkansas. Et là, c'était du pétrole des sables bitumineux, comme celui d'Enbridge, ce qu'on appelle le DILBIT, c'est Diluted Bitumen, c'est du pétrole des sables bitumineux. Et dans les 2 cas où c'est du pétrole des sables bitumineux qui fuit, c'est difficile à nettoyer. C'est même presque impossible parce que dans la rivière Kalamazoo, ils sont encore en train de nettoyer. Ce n'est pas terminé et ça va faire bientôt 4 ans. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, juste pour vous montrer. Ça, c'est un pipeline, le pipeline de Enbridge, qui a lâché. C'est complètement, on voit ici, là, ça a fendu comme un vieux boyau d'arrosage qui aurait trop de pression. Et la pression dans le pipeline n'était que de 400, je l'ai inscrit, là, 486 livres. Tout à l'heure, on parlait de 1400 livres. La raison pour laquelle ils fonctionnaient à plus basse pression, c'est tout simplement parce qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes sur le pipeline. Ils savaient depuis 6 mois. Ils ont demandé une exemption. Ils ont dit on va continuer à fonctionner à plus basse pression pour pas qu'on ait de problèmes. Mais malgré tout ça, ils ont eu ce déversement. C'est le pire exemple, moi, je trouve, de tous les déversements que j'ai suivis, c'est celui de la rivière Kalamazoo. Ça, c'est la salle de contrôle qui était d'Enbridge à Edmonton. Alors, on dit toujours, avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais c'est pas tout à fait vrai.
l'extrait du rapport, il y a un rapport d'à peu près 250 pages, là, juste pour mentionner, on ne répare pas, parce qu'il savait que le problème était là. On n'informe pas, parce que la population alentour ne le savait pas. On ne gère pas la situation, parce que quand c'est arrivé, ça a pris 17 heures avant qu'ils s'aperçoivent qu'il y avait une fuite. Les gens appelaient, puis ils disaient « Non, ça se peut pas. » On n'intervient pas adéquatement, parce que c'était très long avant qu'on commence réellement à faire le nettoyage. Puis tout ça ensemble fait qu'Enbridge est déficient, et je ne pense pas qu'en quelques années, ils aient changé tant que ça. Le nettoyage n'est jamais facile. Hein? Ça, c'est pas relié directement à... J'ai trouvé cette photo-là, là, mais ça montre un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Où passent les deux pipelines à Boucherville? Peut-être que vous le savez tous, là, mais ça franchit... Je ne sais pas si c'est assez clair, on ne voit pas très bien, mais ceux qui connaissent la ville peuvent juger. Ici, c'est l'île de Grosbois, et ici, c'est la valve, et ça longe la rue ou le boulevard Montbrun. J'ai une carte un peu plus détaillée. Alors, ça franchit la 132, cet endroit-là. Là, c'est la rivière aux Pins, si je ne me trompe pas. Et là, ça passe là, entre les maisons, dans les petits parcs, et ça se retrouve près du fleuve. Ça, j'ai pas pu m'empêcher, je la trouvais drôle. Tout à l'heure, on l'a mentionné, le pipeline appartient à Suncor et à Exxon, ou Imperial Oil, qui appartient à Exxon. Et ça, c'est éprouvé, ça a été vérifié. Et d'ailleurs, quand ça a été annoncé, personne, ni Exxon ni Suncor, qui a dit le contraire. Alors, je pense que je peux terminer en vous disant pourquoi nous, on croit que le projet d'inversion est encore bien vivant. Premièrement, le plus important, je dirais, c'est que le président de la compagnie nous l'a dit à deux reprises. Dans une réunion semblable ce soir, j'accompagnais quelqu'un du NRDC, Shirley, et j'ai parlé avec le président, même il l'a annoncé devant tout le monde, je lui ai reparlé après, et il a dit, nous notre raison d'être, c'est de faire marcher ce pipeline-là. Un jour ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre, avec du pétrole ordinaire ou du pétrole des sables bitumineux, on va s'en servir. Lui, il était convaincu de ça, et je pense que depuis, il le dit moins clairement, mais moi, je pense que c'est la raison principale. Sinon, le pipeline, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Quand il va y avoir l'inversion complétée jusqu'à Montréal, puis un nouveau pipeline éventuellement de TransCanada, à ce moment-là, il n'y aura plus de pétrole qui va venir de Portland. Ce ne sera plus nécessaire. Alors, c'est dans l'autre sens qu'ils vont vouloir le réutiliser. Ensuite, on a découvert, avec nos amis américains là, à Portland, que la compagnie avait des permis pour construire une nouvelle station de pompage, pour construire 2 cheminées de 70 pieds de haut, d'allonger un quai, et ces permis-là, bon, ils venaient à échéance, ils ont dit « Oh, on ne les renouvellera pas. » On ne les renouvellera pas. Mais on sait très bien que c'est facile de revenir après, parce qu'un autre indice, c'est qu'à Portland, on a fait des pressions auprès de la municipalité. Il y a des citoyens, parce qu'aux États-Unis, les municipalités fonctionnent un peu différemment. Ils peuvent faire des moratoires. Ils ont fait un moratoire pour empêcher le pétrole des sables bitumineux de venir à Portland. Mais c'est un moratoire de 6 mois, puis c'est pas clair, mais en tout cas, la compagnie a fait des représentations pour dire non, il faut faire ça, c'est pas légal. Alors, c'est évident, je pense qu'il y a assez d'évidence que même si on entend dire, bon, évidemment, les journaux, les médias
courront pas après nous autres pour savoir si le projet se fait ou non, c'est quand ça va être annoncé ou que le projet va être mis de l'avant, que là, on va en entendre parler. Mais on sait très bien, à 99%, que ce projet-là, il n'est pas abandonné. Alors, je vous suggère fortement de vous associer de la façon que vous voudrez. Nous, on est une petite organisation. On est un exécutif de 5 personnes, puis on a une vingtaine de membres, 20-25 membres, plus d'autres amis qu'on peut contacter. Ça ne prend pas une organisation terrible, là. Il s'agit d'avoir la volonté de le faire. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Binette. Merci pour ce témoignage, puis cette foule d'informations que vous nous avez transmises. On a une meilleure idée des défis auxquels on fait face. Je vais vous présenter notre prochaine invitée. Elle est agente de recherche logistique pour Équiterre et elle propose de nous parler de risques locaux et d'activités à venir chez Équiterre, plus particulièrement de la formation de comités de vigilance pour la surveillance de projets d'oléoduc dans la région. Alors, accueillez avec moi, s'il vous plaît, Mme Geneviève Rode Pouchkas. On peut l'essayer, si vous voulez. Bonjour. J'ai eu beaucoup de difficultés tout à l'heure. On va prendre, je pense. Je vais faire ça vite. S'il y en a qui veulent juste boire une petite gorgée d'eau, s'il y en a qui veulent s'étirer un petit peu, là, ça va bien aller. Donc, vous êtes bien patients. Je vais passer. Merci à Jean qui a fait un super travail pour présenter les risques locaux. Je cherche ma petite télécommande. Ah, le gadget. Parfait. Ça va? On va la voir. Bon, j'espère que ça va être bien. Bon, merci beaucoup. Donc, comme on le disait, on va parler un petit peu rapidement des risques locaux, puis des façons de se mobiliser. Donc, Jean a déjà parlé des différents problèmes qu'il y avait eu avec la ligne de PMPL. Je voulais juste rappeler aussi que le fait qu'il y a une station de pompage à Boucherville aussi. Donc, le déversement qui a eu lieu en 1999 à Saint-Césaire, c'est entre autres parce que à l'endroit où il y a une station de pompage, la pression est beaucoup plus forte. Donc, les risques de déversement sont plus importants. Quand on parle de déversement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, vous avez peut-être déjà vu ça dans un petit cartoon. Dans les années 30, quelqu'un d'un peu motivé avec un pic allait planter son pic, puis avait plein de pétrole. Ça, c'est du pétrole conventionnel. Le pétrole des sables bitumineux qui pourrait circuler s'il y a une inversion, c'est un pétrole qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus visqueux. Et puis, bon, on a vu tantôt quelques images, là, ça ressemble, on appelle ça des sables bitumineux, pas pour rien, c'est de la terre, c'est un gros mélange assez épais. Si vous essayez de faire circuler ça à travers des pipelines, vous risquez d'avoir un petit peu de difficulté. C'est comme si vous essayez de passer de la grosse mélasse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des diluants, entre autres du benzène et du toluène. Si vous connaissez un petit peu la chimie, le benzène puis le toluène, c'est des substances qui sont très volatiles et puis qui sont déclarées cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on met ces diluants-là dans les pipelines et puis pour faciliter la traverse du pétrole. Ce qui se passe en cas de déversement, c'est que ce pétrole-là les diluants vont s'évaporer dans l'air, puis ça peut causer des problèmes respiratoires. J'ai rencontré quelqu'un du nord de l'Alberta, une militante de la nation Lubicon-Cri, puis eux, ils ont eu un déversement dans la communauté. Ça a pris 5 jours avant qu'Environnement Canada vienne les voir. Puis pendant ce temps-là, pendant 3 jours, les enfants ne pouvaient pas aller à la garderie parce qu'ils pleuraient, puis il y avait des nausées, puis ils n'ont pas pu sortir de chez eux.
Donc, c'est juste pour vous dire que c'est quand même des produits assez chimiques. Et puis, on a vu des images tout à l'heure. Quand il y a un déversement qui se produit, donc il y a les éléments plus volatiles qui vont s'échapper, mais pardon, le pétrole, une fois débarrassé de ses diluants, redevient plus lourd. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que dans le cas d'un plan d'eau, par exemple, au lieu de flotter à la surface, comme on voit des fois dans les déversements marins, c'est qu'il va couler au fond, il va aller se lier au sédiment, puis il va aller couler au fond des plans d'eau. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à nettoyer, puis c'est beaucoup plus dangereux pour tout ce qui est faune et flore marine. Le parc national, évidemment, je vais passer rapidement là-dessus. Jean a montré la carte par où ça passerait. Il y a des représentants, je crois, ici ce soir. Si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à aller leur parler, les amis du parc national des îles de Boucherville. On parle souvent aussi de la question du rail, du train. Bien, si ça ne passe pas par pipeline, il va falloir le faire par train. Je pense que tout le monde se rappelle de l'événement de lac mégantic. En fait, on l'a vu, la production est prévue de tripler d'ici 2030. Donc, ce n'est pas la question de savoir si on va le faire par pipeline ou par train. On va le faire des deux façons. Il y a des dizaines de projets un petit peu partout en Amérique du Nord de pipeline. Le train a augmenté, le transport par train de pétrole brut a augmenté de 300 fois en 4 ans. Juste pour vous donner une idée, puis ça va continuer à augmenter. Donc, le train va augmenter, les pipelines aussi. Il y a énormément de pression pour arriver à faire sortir ce pétrole-là qu'on produit en quantité industrielle vers les ports pour l'exportation. Quelques pistes d'action, donc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de plus positif? Ça, c'est un mur qui a été érigé à Québec devant l'Assemblée nationale pour empêcher les sables bitumineux d'arriver au Québec. Donc, je veux vous dire qu'il y a quand même du positif. Quand je suis allée récemment à une rencontre avec différentes personnes qui travaillent sur la question des sables bitumineux au Canada, donc on n'est vraiment pas tout seul, il y a des gens partout au Canada ou aux États-Unis qui se posent les mêmes questions que nous, que vous ici ce soir. Puis, on était là en train de présenter les différentes actions qui se passaient dans chaque province. Puis, j'ai dit, pour le Québec, on a une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, ça ne va pas super bien du côté politique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un emballement citoyen absolument incroyable. Les gens sont mobilisés, puis il y a des groupes citoyens qui se forment un petit peu partout. Donc, du côté du fédéral, il y a l'Office national de l'énergie. Donc, les différents projets sont soumis à une réglementation de l'Office, puis il y a des consultations publiques. On attend, d'ici les prochaines semaines, une décision de l'Office national de l'énergie sur la question de l'inversion du pipeline 9B dont on a parlé tout à l'heure. Pour la question du gouvernement provincial, ce même pipeline-là a été soumis à une commission parlementaire à l'automne dernier. Le rapport a dit, après avoir entendu différents acteurs, a dit, bon, on est pour l'inversion, mais on aurait 18 recommandations. Ça, ces 18 recommandations-là sont soumises au gouvernement du Québec, puis nous, on est là, on attend, puis je pense que ça peut être le rôle de tout le monde qui est ici aussi, de faire pression sur vos députés provinciaux pour dire qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ces conditions-là. Parmi les conditions, il y en a qui sont assez sévères, puis qui pourraient retarder sérieusement le projet, puis qui rendraient l'investissement beaucoup moins intéressant pour la compagnie. Donc, ça vaut la peine, s'il y en a qui ont des questions, après, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Évidemment, les municipalités, les MRC, je vous donne l'exemple d'une résolution municipale, c'est celle de Saint-Césaire, mais il y a une trentaine environ de résolutions qui ont été votées à date au Québec pour différents projets de pipeline. Boucherville en avait voté une aussi en 2010 pour l'inversion du projet du pipeline ici. Rapidement, les luttes autochtones, super important. Si vous avez entendu parler du mouvement Idle No More, leur cheval de bataille en ce moment, c'est la question du pipeline. Puis il y a des communautés autochtones partout au Canada, au Québec aussi, qui se battent pour faire reconnaître leurs droits de souveraineté sur leur propre territoire. Donc en ce moment, les projets de pipeline y passent, puis les populations, les communautés sont consultées
plus ou moins, on n'est pas sûr, mais ils n'ont pas de droit de regard. Donc, il y a un travail extraordinaire qui est fait de ce côté-là. Ça, c'est une marche autochtone qui est organisée à chaque année en Alberta, dans le nord de l'Alberta, pour dénoncer les pratiques du gouvernement à cet égard. La mobilisation. Donc, si vous voyez, chaque petit point bleu représente un comité citoyen sur la question des pipelines. Donc, vous voyez, on est rendu à peu près une vingtaine. Il y en a qui travaillent sur le projet de TransCanada, il y en a qui travaillent sur le projet d'Enbridge. Donc, il y a un comité à Saint-Césaire, un comité de Nam. Et puis, je vais vous donner un scoop. On n'est pas beaucoup, on est entre nous. En fin de semaine, ça a été décidé que les différents groupes citoyens sur les pipelines allaient s'associer au regroupement interrégional des gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent. Ça représente plus d'une centaine de groupes partout à travers le Québec qui militent pour la question du gaz de schiste. Puis eux ont décidé de s'intéresser aussi à la question du pétrole. Puis les hydrocarbures, c'est le même combat. Donc ça bouge, il y a de l'espoir. J'espère pouvoir rajouter un point bleu pour la Rive-Sud, Longueuil-Boucherville bientôt. Si vous voulez plus d'informations, toutes les cartes qu'on vous a montrées, le tracé exact du pipeline, vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Il y a plein d'informations, les différents groupes citoyens, les déversements qu'il y a déjà eu, les résolutions aussi municipales qui ont été passées, des exemples de résolutions pour des organisations autant que pour des villes. Je vous invite à aller consulter le tout. Et puis, voilà, désolée. Ça, c'était juste un petit... Si vous voulez le mettre à votre agenda, le 10 mai, il y a une marche qui s'organise le long de différentes pipelines. C'est la Journée nationale d'action pour le climat. Il y en a eu une le 16 novembre dernier. Ça risque d'être encore plus gros. En novembre dernier, il y a eu 170 communautés partout au Canada qui ont fait une manifestation ou qui ont organisé un rassemblement pour défendre leur communauté, défendre défendre le climat, en fait. Donc ça, c'est sûr que vous allez en entendre parler. Puis toute la question de sensibilisation des élus, autant provinciaux, fédéraux, municipaux, qui peuvent vraiment faire la différence pour montrer qu'il y a une base vraiment qui s'active, qui est inquiète des dangers des pipelines, puis que nos élus doivent nous écouter. Finalement, je voulais vous laisser avec quelques actions qui ont été faites pour vous donner espoir. Ça, c'est à Kanesatake en novembre dernier, juste au nord-ouest de Montréal. Un rassemblement dans le cadre de Protégeons notre climat. Il y avait 300 personnes qui étaient rassemblées là, puis un petit peu partout à travers le Québec. Justement, il y avait une douzaine d'activités qui avaient été organisées. Ça, c'était à Terrebonne, Kanesatake encore. Dans le Témiscouata, ils font un travail incroyable pour protéger leurs lacs. Ça, c'était en Alberta, donc la marche qui a été faite, qui a rassemblé 400 personnes dans le nord de l'Alberta, qu'on a marché dans les sables bitumineux. Un groupe citoyen aux audiences de la ligne 9, dans Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie. Et des représentants de la coalition Vigilance Oléaduc, dont on a des fiers représentants ici. À Montréal, des gens qui se sentent directement touchés par le climat. Ça, c'était à Sherbrooke. Et voilà. Donc, il y a une mobilisation un petit peu partout. Je vous invite à vous impliquer pour faire une différence. Donc, merci Mme Péfias. Merci surtout pour les informations qui sont très inspirantes. C'est la période de question. Moi, s'adresse essentiellement à la salle. Nous sommes dans l'agglomération de Longueuil, nous sommes à Boucherville, mais nous avons aussi Sainte-Julie, Saint-Bruno. Nous sommes donc directement concernés par la tragédie qui se déroule devant nos yeux, puisque je ne me fais pas d'illusions. Tant que le gouvernement Harper va être là, l'Office national de l'énergie va analyser le plan politique des conservateurs et que l'inversion du pipeline 9B d'Enbridge va nous amener les pétroles bitumineux à
Suncor à Montréal. Suncor va probablement faire un traitement, va produire du petcoke. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est absolument épouvantable comme sous-produit de la raffinerie. Mais moi, ma question s'adresse à la salle ici. Je voudrais savoir si ceux qui sont des élus de l'agglomération de Longueuil pourraient avoir le courage de se lever, qu'ils soient maires ou conseillers, pour savoir si effectivement, nous, comme citoyens, il y a au niveau des élus des sensibilités. Je leur demanderai de se lever. Formidable, formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je propose donc qu'il y ait effectivement un comité de citoyens qui puisse se former ce soir de manière ad hoc, peut-être. Moi, je vais rester à la fin, en tous les cas, ceux que ça intéresse, pour l'agglomération de Longueuil, et comme plan d'action, de nous assurer qu'au niveau de nos conseils municipaux respectifs, il y ait des projets de résolution qui s'expriment contre l'inversion du pipeline en question, puisque les deux, d'après ce que je vois, il y en a un qui a dépassé sa vie utile, et l'autre est en train d'y arriver. Donc, c'est un petit peu ridicule, d'une part. Et donc, de se prononcer comme citoyen à travers nos instances politiques contre l'inversion de ce pipeline. Un point, c'est tout. On s'en va en élection, fort possiblement, et d'interpeller à ce moment-là systématiquement les candidats de chacun de nos comtés à nous expliquer leur position face à cet enjeu qui nous concerne directement. Merci beaucoup. Bonsoir, André Lafrance, citoyen Boucherville. Premièrement, plusieurs commentaires. Par rapport à la ville de Boucherville, il y a eu une résolution en juin 2013 de la part du conseil municipal qui demandait une évaluation au gouvernement du Québec. C'est juste une petite information là, pour préciser, juin 2013. Aussi, je pense qu'il faut se dire quelque chose, il faut s'appuyer sur ce qui s'est fait récemment comme mobilisation citoyenne autour de nous. Il y a tout le mouvement de lutte contre les gaz de schiste qui ont réussi, à force d'unité, ils ont réussi à avoir un moratoire sur les gaz de schiste. Ça, c'est un exemple, je pense qu'on peut s'appuyer pour bâtir notre bataille, bâtir notre force. Voilà, ça, c'est une petite information. Commentaire. C'est quand même choquant, malgré les nombreux déversements qu'on nous a expliqués ce soir. C'est drôlement choquant de voir le gouvernement fédéral donner son appui à un projet aussi terrible que celui-là. Mais c'est aussi très choquant de voir le gouvernement du Québec donner son appui aussi au renversement de la ligne 9B. C'est assez incroyable. Le mouvement d'un petit geste à la fois pour sauver la planète, il y a de ça plusieurs décennies, a créé une immense mobilisation et conscience écologique chez les gens. Aujourd'hui, serons-nous, est-ce qu'on, je crois, nous sommes rendus comme citoyens à exiger que nos gouvernements, tant au plan provincial que fédéral, de demander que nos gouvernements posent rapidement des grands gestes tourner le dos aux énergies sales comme le pétrole et les sables bitumineux et tous ces projets haut d'arrêt et en anticosti de ce monde. J'ai une question qui s'adresse à M. Guilbeault. D'abord, je tiens à féliciter et remercier les conférencières de vos présentations. Merci. Donc, la question. M. Guilbeault, pouvez-vous nous parler brièvement de certains pays qui développent davantage d'énergie renouvelable tout en créant des emplois? Voilà.
Merci. Merci pour la question. Une précision. Geneviève a parlé brièvement de la commission parlementaire qu'il y avait eu à Québec. Et la commission parlementaire a dit, finalement, a dit au gouvernement, on recommande que le projet aille de l'avant, mais... Et si le gouvernement du Québec décide de mettre ses culottes et de faire en sorte que ces conditions-là s'appliquent, moi, je pense que le projet ne se fera pas. Alors, je pense que la commission a dit oui, mais il y a un gros mais, et c'est pas inintéressant que cette commission-là, qui était dominée par des gens du Parti québécois, ait fait ce genre. Il y a une des recommandations, c'est que le pétrole ne soit utilisé qu'au Québec. Enbridge ne va jamais accepter cette condition-là si on essaie de lui imposer. Si le gouvernement du Québec décide de se tenir debout puis de lui imposer, le projet n'ira pas de l'avant. Une des conditions, c'est de faire un type de test sur le pipeline qu'Enbridge a toujours refusé de faire, un test qu'a demandé Équiterre et les partenaires avec qui on est intervenu devant l'Office national de l'énergie sur la base d'un rapport d'experts américains. Un type de test que le Bureau sur la sécurité des transports des États-Unis d'Amérique a également dit à Enbridge, vous devriez faire ce test-là. Alors, je pense que cette histoire-là, elle n'est pas finie encore. Il faut s'assurer maintenant que le gouvernement du Québec force la compagnie à respecter les conditions qui ont été élaborées par la commission parlementaire. Ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, écoutez, on pourrait parler d'exemples de municipalités, de régions, de pays qui sont en train de prendre leur distance par rapport à l'utilisation du pétrole. Évidemment, les exemples les plus intéressants qu'on connaît présentement, c'est les pays scandinaves, la Suède, le Danemark ont des objectifs ambitieux en matière de réduction de la dépendance au pétrole, de lutte au changement climatique, d'utilisation des énergies renouvelables, transport électrique. La Norvège, en termes d'utilisation de la voiture électrique, a un taux de pénétration qui est incomparable nulle part ailleurs au monde. Mais vous savez, lors de la dernière campagne électorale, en plein milieu de la campagne, Mme Marois est venue nous voir chez Équiterre pour nous rencontrer. Et à ce moment-là, juste avant la rencontre, elle a fait une conférence de presse avec Daniel Breton, où elle a annoncé que si le Parti québécois était élu, le Parti québécois doterait le Québec d'une stratégie de réduction de dépendance au pétrole de 30% d'ici 2020 et de 60% d'ici 2030. Alors nous, on était très encouragés par ça. On est un peu moins encouragés quand on voit que depuis qu'ils ont été élus, ils n'ont pas parlé de cette stratégie-là, mais pas une fois. En tout cas, moi, je ne les ai pas entendus en parler. Mais je pense que c'est notre rôle collectif de leur ramener ça sous les yeux, de leur rappeler cette promesse-là qu'ils ont fait. Et nous, on pense que c'est possible. Équiterre a produit, avec une organisation qui s'appelle Vivre en Ville, on a produit en 2010 un rapport qui montre comment, avec une série de mesures au niveau de l'aménagement du territoire, les transports en commun, différents types de transports en région, la voiture électrique, comment on peut réduire notre consommation de pétrole au Québec de 60% d'ici 2030. On a fait cette démonstration-là. Alors maintenant, c'est au gouvernement de le mettre en œuvre. Merci pour la réponse. Je pense que c'est aux citoyens de s'organiser. Absolument. Donc, Pierre Sénécal, le citoyen sénateur. Par rapport justement à l'électrification du transport, il y a un paradoxe. Je ne comprends pas pourquoi le premier ministre, Mme Marois, a fait retirer le tarif aide au métro de Montréal et le faire payer plus cher. Donc, en bout de ligne, c'est les usagers qui payent. Et de l'autre côté, M. Cardinal signalait. Et même moins que le tarif aide pour les investisseurs espagnols à Davos, qui vont investir dans une usine au Québec. Alors, il y a deux poids, deux mesures. Si jamais on est en campagne électorale, j'espère que vous l'interpellerez là-dessus. Ça, c'est mes premières questions. La deuxième, c'est concernant la menace de M. Harper disant même si les projets de l'éoduc sont bloqués, on va utiliser les transports ferroviaires pour acheminer notre pétrole bitumineux. Et les statistiques semblent démontrer là, que ça semble être la stratégie adoptée par le gouvernement. La tragédie du lac Mégantic nous a permis de découvrir qu'on nous mentait sur le type de produit, sa toxicité, sa dangerosité au niveau de l'inflammabilité, et surtout l'impréparation au service d'incendie à pouvoir contrer ça. Il paraît-il que le lac Mégantic a été chanceux, ils ont trouvé de la mousse pour pouvoir éteindre ce type d'incendie-là. Il n'y en avait pas eux autres mêmes.
pas loin de là où il y a eu le désastre. Ici, peut-être qu'on n'aura pas cette chance-là. On aimerait savoir est-ce que nos services de prévention des incendies sont équipés pour faire face à une catastrophe, que ce soit ferroviaire ou une fuite d'oléoduc qui pourrait justement causer des désastres environnementaux. Et est-ce qu'on peut exiger des assurances de la part tant des transporteurs ferroviaires que des compagnies d'oléoduc pour couvrir ce genre de désastre environnemental? Parce que là, actuellement, j'ai cru comprendre qu'Enbridge n'est pas très chaud à verser des montants garantis alors qu'elle a un historique très désastreux en matière de fuite d'oléoduc. Alors, si vous pourriez détailler là-dessus, je vous remercie. Peut-être répondre à une partie. Sur la première partie de votre question, sur le tarifaire pour la STM, vous avez raison, c'est scandaleux. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur le gouvernement du Québec pour qu'il revienne sur cette décision-là. Je pense que les gens vont beaucoup se mobiliser, les usagers du transport en commun, la Société de transport en commun et plusieurs autres, ça n'a aucun bon sens. Si on lit un peu la presse anglophone, on se rend compte qu'il y a une espèce de double discours, notamment du gouvernement albertain et en partie du gouvernement fédéral, qui disent « si vous ne nous donnez pas nos pipelines, on va le sortir par train ». Mais en même temps, quand il y a eu moult articles, moult déclarations de ces gens-là qui disent « bien là, ça nous prend des pipelines pour le sortir, ce pétrole-là ». Alors, le fin fond de l'histoire, c'est que Geneviève disait, si on dit oui aux pipelines, il n'y aura pas moins de trains, puis elle a bien raison. Pourquoi? Parce que le train principalement, puis l'augmentation dans le transport ferroviaire du pétrole, c'est essentiellement le pétrole de schiste du nord des États-Unis, où il n'y a pas d'infrastructure de pipeline pour le transporter autrement que par train. Alors, si on dit oui aux pipelines, il n'y aura pas moins de trains, parce que c'est pas le même, c'est largement pas le même pétrole qui va circuler dans ces deux modes-là. Les pipelines, c'est beaucoup pour les sables bitumineux, le train, c'est beaucoup pour le pétrole de schiste. Et l'expansion dans les sables bitumineux, ils ont besoin des pipelines parce qu'avec le pétrole, on peut transporter juste une fraction de ce qu'on peut transporter par pipeline. On parle d'à peu près 10-15 %. Alors, ça ne permettra pas, si les projets de pipeline ne vont pas de l'avant, les projets d'expansion de sable bitumineux n'iront pas de l'avant. Je ne sais pas si vous voulez ajouter sur les autres aspects. Sur la question des plans d'urgence, en fait, il y a la Ville de Montréal pour la question de la ligne 9 qui est sortie en conférence de presse. On était avec elle. Il y avait la Ville de Sainte-Justine de Newton aussi dans Soulanges, en Montérégie, qui est sortie en disant que 39 ans après la construction du pipeline de la ligne 9 d'Enbridge, il n'y avait toujours pas les plans d'urgence concrètement. Donc, les pompiers ou les services d'urgence ne savaient pas quelle était la marche à suivre en cas de déversement, 39 ans après la construction du pipeline. C'est seulement à cause du projet d'inversion que la Ville s'est rendue compte de ça. Donc, il y a un sérieux problème au niveau de la capacité de réagir. Sur la question des assurances, ce que le rapport, le rapport qui a été rédigé, entre autres par Équiterre, par différents groupes environnementaux, évaluait que ça prendrait un fonds de prévoyance d'environ 3 milliards de dollars pour éponger en cas de dégâts, en cas d'incident. Pourquoi 3 milliards? L'incident de Kalamazoo, avec les images qu'on vous a montrées, c'est arrivé en 2010, puis c'est toujours pas ramassé encore. Il reste encore des traces de bitume au fond de la rivière Kalamazoo. Puis la facture a dépassé 1 milliard de dollars. Donc, je pense que 3 milliards, ça peut... Dans une ville de 7 000 habitants. Dans une ville de 7 000 habitants. On ne parle pas, de la contamination d'eau potable de 2 millions de gens qui habitent autour de Montréal, de la contamination du Saint-Laurent. Puis, dans le cas de la ligne de pipeline Portland-Montréal, il y a la question de la responsabilité aussi qui est plus difficile dans le cas d'une petite compagnie. Ce qui arrive, on vous l'a montré, il y a des plus grandes compagnies qui achètent des parts dans des plus petites compagnies, puis la responsabilité devient beaucoup plus difficile à avoir. Je pense pas qu'il faut être paranoïaque, mais je pense qu'il faut se poser des sérieuses questions, à identifier qui est responsable, puis à rendre ça très clair. Avec Mégantic, on l'a vu, le gouvernement canadien et québécois se sont retrouvés à éponger une partie de la facture pour les dégâts qui avaient
avait été causé par la compagnie. Donc ça, c'est une question à poser pour être sûr qu'en cas de déversement, en cas d'incident, il y a vraiment quelqu'un qui paye pour les dégâts. Merci. Étant donné que le temps avance, on va prendre les quatre prochaines questions et puis je vous demanderai de réduire les préambules, s'il vous plaît, pour qu'on puisse répondre. Bonsoir, mon nom c'est André Plante, citoyen de Mont-Saint-Hilaire. Je suis impliqué dans le gaz de schiste, dans le mouvement gaz de schiste depuis 2010. Juste pour remettre les pendules à l'heure, il n'y a pas de moratoire au Québec sur les gaz de schiste. Ça n'existe pas. Ça a été annoncé, ça n'a pas été entériné, c'est pas fait. Merci d'avoir adhéré maintenant au mouvement, de vous inclure, c'est fort. Mon point de vue sur le gouvernement, c'est bien triste, mais beau côté du gouvernement. La seule puissance qui existe, c'est la puissance citoyenne. Je vais m'expliquer. Ça fait bien longtemps qu'on lutte contre les gaz de schiste, on n'a absolument rien eu, puis on n'aura rien non plus. C'est pas alarmiste, c'est juste réaliste. Si on continue de combattre, si on continue de s'imposer, on va peut-être faire comprendre aux compagnies qu'on ne veut pas de leur projet. C'est le seul moyen. Le gouvernement, on voit très bien, le gouvernement Marois actuellement, c'est bien le fun tout ce qu'on dit en campagne électorale. C'est bien le fun qu'est-ce qu'ils disent. Je trouve ça super qu'ils s'impliquent, qu'ils disent bon, mais il y aura peut-être des conditions à respecter. Mais d'un côté, on voit tout ce qu'ils nous ont dit par rapport au gaz de schiste, puis ils font quoi? Ils font de la fracturation hydraulique pour chercher du pétrole anticaustique en Gaspésie. Puis ils viennent d'annoncer d'ailleurs que le juge a décidé que Petrolia avait raison par rapport à Gaspé sur un jugement au profit que tout le monde doit. Voilà mon point de vue. Une question pour vous. En fait, j'en ai deux. C'est quoi la profondeur où ce qu'il est le pipeline, à peu près, là, si vous le savez? Ça, j'aimerais savoir ça. Parce que par rapport aux dégâts, aux visibilités, être capable de savoir s'il y a des fuites, c'est peut-être important. Puis aussi, vous venez de mentionner qu'à Kalamazoo, ce n'était pas réglé. C'est qui assume les montants d'argent? C'est-tu les gouvernements? C'est-tu les citoyens? À Mégantic, on peut voir que c'est nous qui assumons. C'est nous, les citoyens, qui allons payer pour tout ça. Donc, c'est une question. Merci. Alors, pour la profondeur des pipelines là, entre Portland et Montréal, c'est 3 pieds sous terre, au-dessus. Alors, nous, on pense qu'il y a des endroits, là, c'est plus 3 pieds. Par exemple, lorsqu'ils passent sous les rivières ou sur les ruisseaux, on n'a pas pu vérifier parce qu'il faudrait creuser un peu, là, mais c'est sûrement moins à certains endroits. Mais selon les règlements de l'Office national de l'énergie, c'est 3 pieds au-dessus du pipeline. Dans le cas de Kalamazoo, la compagnie Enbridge a longtemps contesté ce que l'Agence de protection environnementale des États-Unis lui demandait de faire comme travaux, de payer comme compensation. Comme Geneviève vous le disait, on est rendu à une facture de plus d'1 milliard de dollars. Les travaux ne sont pas terminés, presque 4 ans après l'incident. Et les dernières nouvelles que j'ai, c'est que la compagnie avait cessé de contester et qu'elle a affirmé qu'elle allait payer. Je ne sais pas si elle a tout payé, mais semble-t-il que dans ce cas-là, ce n'est pas les payeurs de taxes qui vont ramasser la facture. C'est Richard Chartier, du comité de vigilance des gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, bureau de la CSN pour faire une correction. Parce qu'on s'aperçoit dans notre bataille au gaz de schiste, comme Henri disait tantôt, que non, il n'y a pas de moratoire. On nous avait promis un moratoire dans les élections. Et puis, les promesses électorales sont plus là et les discours ont changé. Vous savez qu'on a Martine Ouellette, M. Breton, Scott McKay, qui était près de l'environnement, près des systèmes verts, comme on peut dire. Il était plus vert que les autres. Il respectait l'environnement. Et ils se sont fait tasser un petit peu. À partir de là, le seul moyen qu'on a présentement, tantôt on en a parlé, c'est la mobilisation citoyenne.
et sensibiliser les gens. C'est nous, le gouvernement, c'est pas ces gens-là qu'on a élus, c'est nous. Et si on ne le fait pas, on va manquer de bateaux, c'est nos générations futures qui vont payer pas à peu près la game. Ils vont la payer. On ne parle pas ici juste du réchauffement de la planète, on parle du réchauffement de la planète, pas juste du pétrole de l'eau et des sables bitumineux. On parle du réchauffement de la planète, des hydrocarbures et puis de l'écosystème qui est en danger, mortel. Parce que d'ici 20 ans, si on ne change pas nos habitudes, si le G20 en 2015 ne change pas son attitude, le réchauffement de la planète, les océans, les coraux disparaissent, la vie vertébrée dans les océans disparaissent, puis ça va être la vie humaine aussi qui va disparaître, puis dans moins de temps qu'on pense. On a besoin, nous autres, les citoyens, de se mobiliser. Fait que je vous invite, comme le monsieur l'a dit tantôt, à joindre le mouvement, vous former un comité dans toutes les municipalités, Saint-Lambert, Boucherville, Brassard, et puis de montrer au gouvernement que c'est nous, les citoyens, qui sommes derrière nous. Merci. Juste une petite question. Je suis Hélène Dumais, je suis citoyenne de Longueuil et je suis membre actif du Parti québécois. Et je suis d'accord pour dire, je suis d'accord avec les interlocuteurs précédents là, qui représentent là, la coalition pour les gaz de schiste, que c'est inquiétant actuellement et je suis inquiète concernant. En même temps, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. C'est comme si le gouvernement actuel joue sur les deux tableaux et parle des deux côtés de la bouche en même temps. Et ça m'inquiète énormément. Je vais sortir un petit peu, il y a une information que je n'ai pas, je ne sais pas si vous autres à Équitable vous devez l'avoir, mais c'est toute la question, c'est que ceux qui prônent, entre autres, d'exploiter ici notre pétrole, c'est tout le temps l'exemple, la Norvège, qu'on brandit en l'air comme étant une vérité, je l'ai entendu encore au dernier Conseil national, et j'aimerais ça, où est-ce qu'on peut avoir de l'information là-dessus, parce que je trouve que même vous autres, les groupes écologistes, que je trouve une chance qu'on vous a, mais on n'a pas cette information-là. Moi, je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi répondre. L'exemple de Norvège, il paraît qu'ils exploitent ça de façon très, très propre, qu'il ne se passe jamais rien, puis qu'il y a moyen. Vous savez, c'est ça l'argument, un des arguments du gouvernement actuel. Si on va se servir de l'exemple de la Norvège, on veut l'exploiter notre pétrole de façon écologique, qui disent durable, ça ne me rentre pas dans la tête. Où est-ce qu'on peut avoir l'information sur ce qui se passe réellement là-bas? C'est une bonne question. En fait, il n'y a pas vraiment énormément d'informations sur la Norvège, mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut retenir, là. La Norvège, quand on donne l'exemple de la Norvège, on parle beaucoup de l'argent qu'ils font avec ça, donc le fonds souverain qu'ils ont créé, qui est un fonds de 600 milliards de dollars. C'est très important. C'est le seul pays au monde qui a fait ça. Le pétrole est nationalisé en Norvège. Ça appartient à une compagnie de l'État qui s'appelle Statoil. À ma connaissance, il n'y a pas grand monde au Québec qui parle de nationaliser le pétrole pour en faire, comme on l'a fait pour Hydro-Québec, par exemple. Présentement, c'est des entreprises privées qui sont dans l'exploration et qui seraient dans l'exploitation. Alors, il y a une différence importante à ce niveau-là. Et pour avoir discuté avec des collègues norvégiens de ça, c'est pas vrai que tout est beau, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est sûr que lire la presse en norvégien, c'est un peu compliqué pour nous, mais il y a énormément de problèmes avec l'exploitation du pétrole en Norvège. Il y a des déversements importants. J'ai fait un article dans le métro il y a quelques mois là-dessus où j'avais réussi à mettre la main sur un rapport en anglais qui montre qu'il y a des problèmes très importants. Alors, les gens qui vous parlent de la Norvège, ils ne sont jamais allés en Norvège. Tout ce qu'ils connaissent de la Norvège, c'est le fonds souverain, puis les centaines de milliards, puis c'est tout ce qui les intéresse. Dans les fameux signataires du manifeste pour l'exploitation du pétrole au Québec, il y avait Mme Françoise Bertrand, de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Vous savez, dans ce manifeste-là, on dit on va faire ça avec les meilleures règles au monde, les plus hauts standards environnementaux. Mais Mme Bertrand, elle aime ça, les plus hauts standards environnementaux, quand c'est de la théorie.
Parce que quand est venu le temps de discuter de la réforme de la loi sur les mines, Mme Bertrand était une des premières à dire hey, « ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, ça va faire mal là, aux investissements, ça va nuire à notre compétitivité. » Alors, quand c'est de la théorie, Mme Bertrand, elle aime ça, les hauts standards environnementaux. Quand ça vient le temps de mettre ça dans un projet de loi, bien là, ça va nuire à notre compétitivité. Alors, il y a vraiment une conception de deux poids, deux mesures par rapport à cette question-là. Et moi, je me méfie énormément de ce discours-là. On l'a vu dans les gaz de schiste, les meilleurs standards, on les cherche encore. On le voit dans le pétrole encore. Il faut faire très attention à ça. Philippe Farraud, de la coalition Vigilance Oléoduc, un regroupement de citoyens du Grand Montréal. On va dire que ça couvre environ le territoire de la CMN, les 80 quelques villes. Donc, c'est très grand autour de Montréal. Je suis avec trois de mes collègues de différentes régions ce soir. Jean-Léger de Mirabel, Réal Bergeron de Mercier-Hochelaga, et Vincent Marchand du comité de Montréaliste. Et moi-même, je suis de Laval. On offre à ceux au groupe qui veulent se former de réseauter avec nous, de venir à nos réunions. On est actifs depuis 1 an environ et on est près d'une centaine de personnes dans ce regroupement-là. Et donc, si vous voulez envoyer un représentant de vos groupes respectifs à nos réunions, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Deuxièmement, pour la petite invitation, pour ce qui est d'une question du monsieur tout à l'heure concernant la profondeur des pipelines, nous à Laval, moi à Laval, j'ai marché le long du pipeline dans les chais terres agricoles. J'ai vu en dessous des fossés qu'il y a des endroits que l'eau ne gèle pas. On sait que les pipelines, le transport du pétrole, par frottement, ça va faire un réchauffement. Donc, c'est peut-être un indice pour savoir la profondeur des pipelines lorsqu'il y a des endroits que ça ne gèle pas dans la neige. Donc, c'est une petite réponse à une question. J'avais d'autres questions, je vais laisser la chance à quelqu'un. On a souligné tout à l'heure, Geneviève, entre autres, le travail de plusieurs militantes qui étaient ici, de représentants d'organisations. Éric et le groupe ont fait vraiment un travail fantastique au cours de la dernière année pour mobiliser les gens. C'est vraiment un super travail. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Vincent Marclon, Comité de vigilance environnementale de l'Est de Montréal et membre aussi de la coalition Vigilance sur l'Oléoduc. Moi, je viens vous apporter ce soir quelques informations au sujet du raffinage du pétrole des sables bitumineux qui est qualifié comme le pétrole le plus sale qui existe sur la planète. Nous sommes un groupe, on milite depuis 24 ans pour la qualité de l'air à Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Et nous avons un haut taux malgré tout, nous avons un haut taux de maladies respiratoires. Pourquoi je viens en parler ici? C'est parce qu'avec la venue de ce pétrole des sables bitumineux, qui est un teneur de soufre beaucoup plus important que le pétrole traditionnel, eh bien, on va avoir un impact sur la santé des gens de nos territoires beaucoup plus grande sur les maladies respiratoires. Et pourquoi j'en parle ici? C'est parce que vous n'êtes pas à l'abri à Boucherville des émanations de Montréal-Est. Parce qu'à cause des vents dominantes, la pollution est acheminée dans le ciel de Boucherville. Au moins, d'après moi, 70% de la pollution de Montréal-Est retombe à Boucherville. Elle s'en va jusqu'à Mont-Saint-Bruno. Alors, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Le raffinage, nous sommes contre ce pétrole à cause du raffinage chez nous. Et on ne nous a même pas demandé, personne ne nous a demandé notre opinion au sujet de ce raffinage qui doit commencer, d'après la compagnie Suncor, ça doit commencer en 2014. 85 000 barils par jour.
Mais d'après moi, ça ne commencera pas cette année, parce que les installations, il faut qu'ils fassent les installations, et ça ne sera pas prêt cette année. Mais l'année prochaine, c'est sûr. Et la compagnie Suncor a un permis de 240 000 barils par jour. Donc on ne peut pas demander d'audience publique parce qu'ils sont couverts par le permis. Et donc ça ne les empêchera pas un jour d'augmenter les 85 000 barils, augmenter à 200 000 barils par jour. Alors c'est nuisible pour notre territoire et c'est nuisible aussi pour Boucherville. Merci. Ben, en fait, Vincent a tout à fait raison. Là, c'est le pétrole le plus sale à produire. C'est un pétrole très sale à raffiner aussi parce qu'il y a deux types de pétrole des sables bitumineux qui pourraient acheminer jusqu'ici. Il y a le pétrole lourd, très peu raffiné, qu'on appelle, j'en parlais tout à l'heure, le dilbit, diluted bitumen. Et il y a un pétrole un peu plus raffiné qui pourrait arriver jusqu'ici, qui s'appelle un Syntec, donc un synthetic crude, un pétrole synthétique. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de capacité de raffinage pour faire de ce pétrole-là en Alberta. Donc, ce qui va arriver ici, ça va être vraiment le pétrole lourd, très sale, qui va être très difficile à raffiner. Donc, et c'est nous qui allons subir les impacts donc, dans la grande région de Montréal, plus vers l'est à cause des vents dominants, comme Vincent le disait, mais ce sont des impacts très importants au niveau de la qualité de l'air. Un complément d'information pour... Oui, une information. Je vous invite tous, ceux qui ne travaillent pas le lundi, qui voudraient venir nous supporter. On a une conférence de presse qui se donne à Saint-Hyacinthe, mon nom est Titi. Ça se trouve au Holiday Inn Express. Tout le monde connaît ça. Holiday Inn Express, on le voit de la 20, la sortie du boulevard Giroir. Et puis, est à votre droite, vous ne pouvez pas manquer ça. Il y a une conférence de presse où on va déposer 35 000 copies qui ont été signées par des citoyens un peu partout au Québec, dans nos municipalités, qui va donner un total de près de 70 000 signatures que des citoyens des comités du regroupement interrégional de la baie Saint-Laurent a signé partout au Québec dans nos regroupements. Ça va se faire, on vous invite pour 10h30 lundi. Je ne sais pas parler de temps, j'en ai tellement dans la tête. C'est le 17. Le 17. Lundi, le 17 février, à 10h30, à Holiday Inn Express, à Saint-Hyacinthe. Jacques Tétrault, qui est notre porte-parole, va faire une conférence de presse. Et Richard Langelier, notre juriste, qui, en passant pour la question de gaspiller, il ne faut pas se décourager, parce que notre juriste a trouvé, en lisant le document, beaucoup de ce qu'on appelle de vices de procédure, et ils vont aller en appel. Donc, pendant qu'ils vont aller en appel, ça veut dire que le règlement des 70 municipalités qui ont adopté le règlement de Sainte-Bonaventure protéger leur eau est encore en vigueur. Merci. Une dernière information, on a un kiosque juste à l'entrée. Ici, il y a notre collègue Éric qui est là. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur Équiterre, si vous voulez devenir membre, on vous invite à venir nous voir. On va être juste ici à l'extérieur. Merci encore aux organisateurs de la soirée. Il reste encore une autre. Excusez-moi. Une intervention. Il reste une intervention. Donc, ce qu'on veut faire, c'est parler justement de mobilisation. On a parlé à plusieurs reprises avec les questions et les interventions. Madame Monique Hintz, vice-présidente de Ciel et Terre, va vous en parler tout de suite. Je m'excuse, sur le point de partir, ce n'était pas tout à fait terminé, c'était la portion peut-être la plus pertinente ce soir, en ce sens que ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait un suivi. Alors, nous avons des feuilles à l'entrée pour ceux qui veulent nous laisser leur nom pour faire partie d'un comité qui s'appelle pour le moment Vigilance Oléoduc Rive-Sud. Et on va se joindre évidemment au grand rassemblement provincial et même canadien. Je voudrais vous dire qu'il y en a plusieurs qui l'ont mentionné.
c'est le pouvoir citoyen qui va sauver la vie sur la Terre. On résume, mais c'est ça pareil. On en parle depuis 25 ans, 30 ans. On passait pour des hurluberlus, des environnementalistes, et là, c'est devenu une urgence internationale. Ici, on a le droit de parole. Prenons-le. Et non seulement nous, mais sensibilisons des gens qui n'ont jamais été sensibilisés, parce qu'il en reste encore. Des gens qui sont de bonne foi, qui sont des fois un peu moins instruits, qui lisent moins, qui se font emberlificoter par des nouvelles à la télévision et tout ça. Il faut embarquer le plus de gens possible dans nos réseaux, soit par courrier électronique, Facebook, etc., pour qu'à un moment donné, il y ait des pancartes partout sur les terrains. Non, au sable bitumineux, non, au sable. Si c'est ça que ça prend, ça se ressout. Pour que le message passe. On ne parle pratiquement pas d'environnement dans les grands médias et tout ça. Et envahissez, je vous dirais, les médias locaux, les hebdo-régionaux. Il faut que partout, on parle de ces problématiques-là, alors que pour le moment, c'est comme si ça n'existe plus. Il y avait le mouvement Québec vers Kyoto, à l'époque du protocole de Kyoto, que notre cher gouvernement canadien a laissé tomber. Il existe encore ce protocole-là. En Europe, il y a des pays qui en font partie. Il y a une entente internationale actuellement, dont le Canada fait partie, la Conférence internationale sur les changements climatiques. L'ONU a dit, en 2015, il faut qu'à cette tribune-là, il y ait une entente internationale contraignante entre les pays. Évidemment, pour vous de se leurrer, notre beau pays, le Canada, sabote ces ententes-là. C'est une honte. On a honte. Moi, j'ai honte d'être Canadienne. Bon, qu'on soit... peu importe. Alors, vous avez compris. Mais peu importe. On doit travailler pour un Québec libéré du pétrole et un Canada libéré du pétrole. Et ça, c'est un fichu de beau projet collectif. Et c'est ça qu'on devrait amener de l'avant de plus en plus, partout, dans toutes les tribunes. On veut se libérer du pétrole. Donc, il faut souffler contre les pushers. C'est qui les pushers? Tous ceux qui veulent continuer dans la même voie. C'est comme une dépendance. Si vous avez connu des gens qui ont des dépendances, c'est la même chose. Il faut qu'on s'en sorte. On est dedans, on est pris avec, on a encore nos véhicules. Mais là, il faut vraiment que les gens ordinaires, partout, se réveillent. Ça va être la seule solution. Parce que les gouvernements, même parmi ceux qui veulent bien faire, élus municipaux, provinciaux, fédéraux, il y en a qui veulent bien faire. La force des pétrolières, des gazières et autres est trop puissante. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement citoyen. On est là ce soir, c'est super. On va embarquer dans un mouvement qui est déjà très en marche. D'ailleurs, je pensais l'annoncer, la conférence de lundi matin. Je suis très heureuse de voir un représentant ça s'appelle le regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, et ils embarquent pour la lutte contre le pétrole. Et c'est une centaine de comités citoyens. C'est formidable. Il y en a déjà beaucoup parmi vous, si je comprends bien, qui sont déjà assez impliqués. Il faut qu'il y ait du nouveau monde qui embarque, parce que ça ne peut pas toujours être les mêmes qui portent les batailles. Vous avez en avant des gens de l'équiterre, ça fait des années que ça travaille, ces gens-là. Pour ça, on est souvent parmi la salle des gens qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans. Ça prend du nouveau monde qui ont juste une tête sur les épaules. Si on continue à de plus en plus le pétrole, ça se peut pas qu'on dise on va diminuer nos gaz à effet de serre. Tu sais, coudonc, à un moment donné, il y a une logique là. Alors, arrêtons de croire les hurluberlus et embarquons, puis chacun fait sa part comme il peut, avec le temps dont il dispose, les compétences, etc. C'est comme ça qu'on monte des mouvements formidables. Donc, je vous invite à nous donner vos coordonnées, particulièrement pour le comité Vigilance à l'Indocrine-Sud. Il y a des feuilles à l'extérieur. Ceux qui n'ont pas pu donner une contribution financière, je termine là-dessus, évidemment, ce n'est pas gratuit organiser les choses. Oui, on fait de tout dans le communautaire. M. Guilbeault, bonsoir. Bonsoir. M. Guilbeault, c'est une belle conférence ce soir. Les gens sont intéressés. Écoutez, la première question qui me vient à l'idée, est-ce qu'on n'est pas dans un cul de sac, si on peut dire, pour pas faire de jeu de mots, parce que quand on prend une voiture, bien souvent, on se retrouve dans un cul-de-sac. Est-ce que, justement, on n'est pas devant un phénomène exponentiel de vente de voitures, d'utilisation de voitures? Tout est fait pour l'utilisation de voitures. D'ailleurs, on prend, par exemple, le centre d'achat du 10-30, c'est fait pour les voitures. Le transport du pétrole qui augmente sans cesse de façon exponentielle. Est-ce qu'on n'est pas devant un fait accompli et le chemin du retour est presque impossible là? On pourrait le croire. Et en fait, quand on regarde les chiffres de plus près, la consommation de pétrole diminue présentement en Amérique du Nord.
Elle diminue au Canada, elle diminue au Québec. Oui, les ventes de voitures ont augmenté au cours des dernières années, mais les gens les utilisent moins. Ils en achètent, mais ils les utilisent moins parce que le pétrole coûte plus cher. Et aussi, il y a une transformation majeure qui est en train de se dérouler sous nos yeux dans la société nord-américaine. Nos jeunes, non seulement n'achètent plus de voitures, mais ils prennent même plus leur permis de conduire. Alors, entre les jeunes de 18-25 et ceux qui avaient 18-25 il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a une chute dramatique. Il y a des intéressements, là, c'est ça? Bon, je pense que présentement, l'économie n'est pas très bonne, mais c'est pas juste. Il y a quelques études qui ont été faites là-dessus qui montrent que c'est un phénomène qui dépasse beaucoup le simple fait de la récession présentement. Ces jeunes-là, ils sont beaucoup plus urbains, ils sont beaucoup plus dans les transports en commun, ils sont sur les médias sociaux, ils communiquent autrement. Pardon, moi, quand j'ai eu 16 ans, je viens de la TUC en Mauricie. À 16 ans, tu passais ton permis de conduire, c'était un rite de passage. C'est comme ça pour beaucoup de gens en milieu rural, dans les banlieues, en ville peut-être un peu moins. Mais cette réalité-là, elle est en train de changer complètement et ça fait... Les compagnies d'automobiles s'arrachent les cheveux sur la tête. Ils ne savent plus quoi faire parce que, écoutez, là, c'est non seulement... C'est drôle ce que vous dites parce que ça, c'est une valeur sociale que certains vendeurs d'automobiles, notamment Honda, utilisent à l'heure actuelle. Le petit gars, il a 16 ans, il embarque dans la voiture Honda, puis c'est comme sa première ride, si on peut dire. On essaie de revendre, finalement, cette idée, cette valeur sociale-là, comme quoi tu dois avoir ton permis de conduire à 16 ans. Oui, oui. Non, je pense que les compagnies sont très préoccupées, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des signes qui sont un peu... qui sont contre-intuitifs. Il y a des choses qui sont en train de se passer qui nous montrent que notre société est en train de changer. On a battu 2 records d'achalandage qu'on bat à Montréal avec la STM. On a un record qui était vu de presque 50 ans en termes de nombre de personnes qui utilisent le transport en commun. Bon, là, on voit maintenant qu'on arrive aux limites de ça si on ne fait pas des investissements. Mais tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Évidemment, c'est pas réglé, c'est pas gagné d'avance. Le pétrole, c'est un lobby immense, c'est beaucoup d'argent. Ils ont le gouvernement fédéral dans leur poche. Alors, ça va être une grande bataille, mais cette bataille-là, à mon avis, elle est loin d'être gagnée, c'est vrai, mais elle est aussi loin d'être perdue. On est devant un paradoxe parce que si on utilise de moins en moins la voiture, on utilise de moins en moins de pétrole, pourquoi alors les pétrolières poussent à fond nécessairement pour vendre du pétrole, transporter du pétrole, le transformer, etc.? Est-ce que pour les pays en émergence? Oui, c'est un peu pour ça. Hein? Oui, oui. Essentiellement, là, ce qu'on vise, là, c'est pas vrai que le pétrole de l'Alberta, c'est pour le bon peuple québécois, puis c'est pour assurer notre sécurité énergétique, puis c'est pour qu'on paye notre essence moins cher. Ce pétrole-là, il vise le marché essentiellement asiatique. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les pays émergents, peut-être le Brésil, mais c'est pas pour nous, parce que nous, on en consomme de moins en moins en Amérique du Nord. Alors, on est en diminution de consommation. Alors, ces compagnies-là visent vraiment les marchés émergents. Bien justement, alors pourquoi faire un pipeline qui partirait des sables bitumineux vers Portland au lieu de faire je ne sais pas, transporter le pétrole directement des sables bitumineux vers l'océan Pacifique, parce qu'on est beaucoup plus proche de l'Asie, là? Bien, en fait, il y a un projet de pipeline qui s'appelle Northern Gateway qui vise exactement à faire ça, qui est très controversé et qui, à mon avis, ne se fera pas. Alors, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est l'opposition comme on n'en a jamais vu pour le pétrole en Amérique du Nord, que ce soit des projets de puits de pétrole, de sable bitumineux, les projets de pipeline, les projets de train. Il y a une levée de boucliers partout. C'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada. Aux États-Unis également. C'est aux États-Unis. Écoutez, moi, j'étais en rencontre avec des collègues des États-Unis la semaine dernière et la côte ouest, la côte est, le nord, le sud, le nord-est, le sud-est, partout, de plus en plus, les gens, les communautés, les municipalités, les États, dans certains cas, se lèvent pour dire « ça va faire ». Alors, moi, je pense qu'on est devant un phénomène, on est devant une vague de fonds qui va transformer le monde de l'énergie, qui va transformer notre société. Ça ne se fera pas demain matin, mais on est en train de voir les premiers balbutiements de ça. Le gros sujet de la conférence ce soir, c'était l'oléoduc, en fait, celui qui devrait traverser notre territoire du Québec, mais plus particulièrement ce soir, c'est la Rive-Sud. Oui. C'est quoi? Finalement, on ne pourra pas faire autrement que de l'accepter, cet oléoduc-là, en raison, évidemment, de tous les dangers qu'occasionne, en fait, le transport du pétrole par train. Est-ce qu'on peut avoir au moins le contrôle sur la qualité de l'oléoduc qui sera installé ici? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on est obligé de dire oui à ce projet-là.
pour nous, c'est très clair, les projets de pipeline ne visent pas à réduire le nombre de trains qui transportent du pétrole, parce qu'on vise deux marchés très différents. Le train, présentement, il est utilisé largement pour transporter le pétrole de schiste du nord des États-Unis, où il y a peu ou pas d'infrastructures de transport par pipeline et pas vraiment de projet d'en construire. Les projets de pipeline vers le Québec, c'est pour les sables bitumineux. Alors, c'est deux types de production différentes, c'est deux marchés différents, le marché du nord des États-Unis, l'Alberta. Et alors, moi, je pense qu'on peut dire non. Je pense qu'on a le droit de dire non. La Colombie-Britannique, pour le projet de Northern Gateway, a mis 5 conditions sur la table. Puis elle a dit, si on ne rencontre pas nos 5 conditions, il n'y aura pas de pipeline. Et présentement, le projet est complètement arrêté parce que la province estime qu'on n'a pas répondu adéquatement aux inquiétudes qu'elle avait. Et moi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement... Si le gouvernement de la Colombie-Britannique peut le faire, je ne vois pas pourquoi Québec ne pourrait pas le faire. Oui. Alors donc, finalement, c'est un message que vous lancez au gouvernement du Québec, absolument, à Martine Ouellette, là, finalement. Bien, Martine Ouellette, le ministre de l'Environnement, M. Blanchette, à la première ministre, Mme Marois également. Je pense qu'on est au Québec, comme d'autres provinces, on est capable de prendre ce genre de décision-là. On est capable de mettre nos culottes. C'est pas vrai qu'on est obligé d'accepter ces projets-là. Écoutez, bien merci, on se le souhaite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.